أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Vous m'entendez bien? Pas trop? Pas trop? Et vous êtes au troisième rang. Au fond, vous m'entendez? Très bien, je pense. Hein? C'était une plaisanterie. J'aimerais, en votre nom à tous, remercier les organisatrices et les organisateurs de cette rencontre, de l'opportunité qui nous est donnée d'échanger en ces temps un peu crispés et difficiles, apparemment. Et ça me permet de dire, puisque systématiquement, depuis un certain nombre de semaines, quand j'interviens en France, il semblerait que la controverse précède. Une controverse qui est totalement, encore une fois, construite, est un peu politicienne. C'est l'heure, en ces temps crispés, de donner le change avec une parole qui va chercher soit un bouc émissaire, soit quelque chose qui fasse un tout petit peu diversion sur les vraies questions qui sont les nôtres. Ce n'est pas nouveau. Lors des dernières élections, souvenez-vous, Sarkozy m'avait pris à partie et avait reproché à M. Hollande que je le soutienne, ce que je n'avais jamais fait. Il avait menti publiquement en disant qu'il y avait une dépêche de 17h36 qui n'a jamais existé. Mais bon, les mensonges en politique. Bref, ça m'amène à dire, et j'ai entendu aussi de la part de politiques locaux ou de M. Estrosi le fait d'avoir des propos sur l'organisation de cette rencontre, sur l'OIF. Tout ça, ce sont des postures politiciennes un peu devant les médias pour entretenir l'image qu'on est vigilant par rapport à certains, alors que sur le plan local, tout le monde le sait. Tous ces politiques savent que, et le font d'ailleurs, ils discutent avec les associations, travaillent sur le terrain. Le plus important, ce n'est pas le discours politique et qui entretient ces controverses. Le plus important, maintenant, pour l'année qui vient, pour les années qui viennent, au-delà de 2017, parce qu'il y en a qui en ont déjà fait une obsession, c'est les politiques de terrain, c'est la réconciliation réelle entre des politiques et des principes. Ce n'est pas ce propos-là, quand j'entends par exemple M. Juppé dire « il n'a jamais véritablement condamné ». Je veux dire, là, on est dans la surdité absolue. Que mes propos sont dangereux sur la question des femmes, sur la question de la laïcité. Et quand il parle de moi en disant ce personnage, j'ai plus de nom, j'ai plus de prénom. Pourtant, c'est joli, Tariq. Et Ramadan, c'est symbolique. Et donc, en l'occurrence, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on va partager maintenant. Une nécessaire réflexion de fond sur nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, sur nous-mêmes en tant que citoyens et sur les conditions nécessaires à la formule qui a été utilisée par les organisateurs et qui pour moi est une porte d'entrée, mais elle n'est pas suffisante. Je ne suis pas un défenseur du vivre ensemble. Je suis un citoyen qui affirme avec force et détermination que la seule solution de l'avenir, c'est de l'agir ensemble, c'est de faire ensemble. Parce qu'on peut vivre ensemble les uns à côté des autres et s'ignorer. La formule coranique d'ailleurs que nous avons dans notre tradition met immédiatement au centre de la diversité l'action mutuelle. Nous vous avons établi en nations, en tribus pour que vous vous entreconnaissiez. L'appel de la connaissance de l'autre n'est pas vivre ensemble, c'est agir dans la connaissance mutuelle. Puisque connaître, c'est agir, parler, c'est agir, communiquer, c'est agir. Ce dont la France a besoin aujourd'hui, ce dont l'Europe a besoin aujourd'hui, ce dont le monde a besoin aujourd'hui, même dans les sociétés majoritairement musulmanes, je le disais quand je suis au Moyen-Orient, ou quand j'étais en Malaisie, ou en Indonésie, ou aux États-Unis, il est l'heure aujourd'hui de prendre au sérieux les conditions nécessaires du pluralisme dans les sociétés. Et c'est par l'action commune. En 1998,
non, en 2001, excusez-moi, en 2001, j'avais écrit le livre Être les musulmans d'Occident et l'avenir de l'islam, qui vient de ressortir dans sa version, qui n'a pas pris une ride malheureusement, c'est la preuve qu'on avance lentement. Même si on avance lentement, on avance. Et je disais en 2001 que l'une des conditions de notre réussite en France, ce sera, en France, et d'ailleurs je parlais de tout l'Occident, parce que c'est un livre que j'ai écrit aux États-Unis. D'ailleurs, vous voyez comme les choses sont tout à fait cocasses. Parce que je ne cesse de répéter, la France est le seul pays au monde où je suis traité comme ça. Le livre est célébré aux États-Unis comme l'un des meilleurs livres de l'année 2004, totalement ignoré en France. Totalement ignoré, on n'en parle même pas. Et on ne veut pas en parler, parce qu'il y a une certaine surdité. Et je disais à cette époque-là qu'il faut que nous entrions dans le troisième âge de notre présence. Et le troisième âge de notre présence, c'est non pas l'intégration dont on a parlé dans le passé, c'est la contribution par un travail d'engagement commun. Autant quand on arrive comme immigré, c'est la société et l'origine qui va constituer notre organisation. On a des organisations d'Algériens, de Marocains, c'est normal, c'est la première étape. Ensuite, on a quelque chose qui peut se lier au-delà de la religion à des corps de métier, l'association des étudiants, l'association des travailleurs. Et puis ensuite, le troisième âge, c'est le projet qui doit inviter les gens. Un projet de justice sociale, un projet éducatif. Le projet doit réunir les citoyens et non pas l'origine. En d'autres termes, le projet dit là où l'on va, l'origine dit là d'où on vient. L'association qui dit l'origine, c'est de là où on vient. Aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est de dire ensemble et de travailler ensemble à là où on va. Et là où on va, c'est de prendre au sérieux, ne serait-ce déjà qu'en France, les trois notions qui sont celles qui fondent la République, la notion de liberté, et de la prendre très au sérieux. Liberté de toutes et de tous, de la même façon, avec les mêmes droits et les mêmes responsabilités. De l'égalité de toutes et de tous devant la loi, sans aucune discrimination et sans aucune acceptation d'une stigmatisation possible ou d'une distorsion à l'application du principe d'égalité, de toutes et de tous. Et la fraternité, ça c'est plus difficile, il ne s'agit pas de la prononcer, la fraternité, on ne l'a pas en s'asseyant dans une salle en disant « je suis ton frère, mon frère, je suis ta sœur, ma sœur ». C'est un principe qui est un principe de véritable sens et sentiment d'appartenance, c'est-à-dire de sentir qu'on va ensemble vers faire quelque chose. Et parfois, ça passe par la volonté. La fraternité, c'est le cœur et la volonté de faire ensemble. Ce qui, dans les traditions sacrées, a toujours été présent. Vous avez avec Moïse dans la tradition juive, avec Jésus dans la tradition chrétienne et avec Mohammed dans la tradition musulmane, paix soit sur eux tous, c'est cette idée de, même dans l'adversité, d'être capable de se dire « vous pouvez me sentir comme un problème, mais au fond, je suis plus qu'un problème, je suis avec vous celui qui doit être le partenaire de la construction de l'avenir ». C'est comme ça qu'il faut entendre quand ils répondent à leur peuple, ils disent « Ya Qaoumi, mon peuple, vous pouvez me rejeter, mais je sais moi de là où je suis, que notre avenir il est commun et que je participe de vous comme vous participez de moi ». Ça, c'est pas le vivre ensemble, ça, c'est l'espérance commune et l'agir ensemble au nom de cette construction de l'avenir. Et j'aimerais vous faire faire un petit voyage de ce point de vue-là dans ce qui a été... ce qui doit être une réflexion, en particulier puisqu'on est dans un congrès où la majorité d'entre vous sont français de confession musulmane, mais pas seulement, et le discours, il peut partir de quelque part, mais il doit s'ouvrir à tous, comprenant que l'universel que nous partageons est universel parce que nous le partageons. Nul n'a le monopole de valeurs universelles. Personne ne peut dire ces valeurs, mais mes valeurs sont universelles. L'universel est forcément partagé. Et il faut que chacun prenne son chemin pour aller vers cet universel et que nous le partagions. Je suis en train d'écrire un livre avec un philosophe que je respecte beaucoup et qui s'appelle Olivier Abel, qui est un philosophe protestant et qui est l'enfant spirituel de Paul Ricoeur. Et quand nous discutions à Nîmes, il disait une chose qui était très vraie, il rappelait ce que disait Ricoeur, il dit « On ne rencontre un autre que soi
que quand on connaît son soi. C'est-à-dire qu'on n'est jamais autant ouvert avec l'autre que quand on sait aussi d'où on part. On ne rencontre un autre soi que quand l'on sait qui l'on est soi, soi-même. Et un des plus grands problèmes que j'ai trouvé moi-même, né en Europe, éduqué en Europe, c'est que souvent, mon problème avec mes concitoyens, ce n'était pas simplement qu'ils m'ignoraient ou qu'ils ignoraient tout de moi, d'où je pouvais venir. Enfin, ils ignoraient tout de moi. Non, pas tout à fait, parce qu'il y avait aussi, il y a aussi dans la conscience occidentale une sorte de rapport tout à fait romantique avec les pharaons d'Égypte. Donc l'Égypte, c'était autre chose, mais en même temps, sur ma culture, sur ma religion, une sorte d'ignorance. Le problème, il n'était pas là d'abord. Il n'était pas là. Leur difficulté à entrer en contact avec moi, c'était souvent leur propre ignorance de soi. Ne sachant pas qui ils sont, ils ont peur de qui ils ne sont pas. Et ayant un rapport à eux-mêmes qui était même un rapport de doute. Quelle est notre histoire? Quelles sont nos références? Le problème avec beaucoup d'athées, dans leur rapport à leur propre histoire, c'est que parfois ils sont ignorants de l'histoire, de la construction même de l'athéisme. La même chose pour le christianisme, la même chose, beaucoup moins d'ailleurs pour ceux qui sont dans des minorités qui ont dû affirmer leur identité pour rester eux-mêmes. C'est vrai de la tradition juive et de la tradition protestante. Mais en même temps, c'est un réel problème. Il faut faire extrêmement attention aujourd'hui que les Français de confession musulmane ne vivent pas la même expérience et qui est une connaissance de soi très superficielle qui a eu peur finalement de la société environnante. Et moi, je suis désolé de vous dire, c'est bien beau d'être tout un dimanche assis dans une salle. La vraie question, elle est celle-ci. Quel effort faites-vous dans l'idée d'une connaissance de soi qui puisse me permettre d'entrer en contact avec un autre que moi? Pas une connaissance de soi qui se ferme et qui s'isole. Ceux qui disent ceci aussi, ce sont souvent les courants littéralistes. Les courants salafis littéralistes et salafis al-harfiyya, ils vous disent le seul moyen de rester vous, c'est de rester vous isolé. Donc c'est une connaissance de soi loin des autres. Ce à quoi je vous appelle et qui est la seule chose que nous devons faire en France, qui est le seul élément de l'avenir, c'est la connaissance de soi comme cheminement vers un autre que moi. Et c'est complètement différent. C'est admettre et comprendre l'exigence fondamentale de chacun d'entre nous ici dans cette salle, de chacun d'entre nous, que vous soyez musulman, que vous soyez en cheminement, que vous soyez athée, agnostique, juif, chrétien, hindou, bouddhiste, ce que vous êtes, c'est que je ne suis pas en sécurité de votre présence si vous ne faites pas un travail de recherche de sécurité en mon absence, c'est-à-dire vous avec vous-même. Vous connaissez la formule arabe qui dit « Faqr de shay la yu'ti ». Celui qui n'a pas quelque chose, il ne peut pas le donner. Si vous n'avez pas un minimum de paix et d'équilibre intérieur, vous allez répandre la paix comment à l'extérieur? Si vous êtes en trouble avec vous-même, si vous avez des doutes systématiques. Et là, c'est une exigence fondamentale. Alors, je vais faire un petit travail avec vous, puisque le temps, il est compté, et vous dire une chose. C'était ma discussion avec un certain nombre de philosophes, c'est vrai, avec maintenant Michel Onfray en France, ou avant lui Zemmour et d'autres qui entretiennent une image. Ils prennent le Coran, ils prennent un verset, ils disent dans le Coran on trouve tout et son contraire, mais dans tous les livres on trouve tout et son contraire, même dans les livres d'Onfray, même dans les livres de Zemmour. Selon la façon dont on peut prendre une phrase, on peut l'interpréter d'une façon et d'une autre. Ça demande un savoir, une lecture, une compréhension du message global. Il ne faut pas, avec les textes religieux, faire du simplisme, et il ne faut pas, avec l'histoire des religions, faire des raccourcis. C'est sérieux, cette affaire-là. L'histoire du judaïsme, l'histoire du christianisme, l'histoire du bouddhisme, de l'hindouisme, c'est sérieux, comme l'histoire de l'islam. Ça demande une compréhension profonde de comment les gens ont interprété les textes, de comment ils les ont adaptés à leur contexte, de comment le contexte a pu projeter sur le texte, de comment le texte a pu inférer et transformer le contexte. Tout ça, c'est du sérieux, c'est pas du n'importe quoi. C'est pas en prenant un verset ici, en disant là, c'est la violence. Tout ça, ça n'est pas sérieux. Le problème de beaucoup d'intellectuels français qui sont sur le devant de la scène médiatique aujourd'hui, c'est que ce sont des intellectuels approximatifs.
malheureusement. On est d'ailleurs dans une époque de très grande approximation. Peu de précision dans les termes employés, peu de clarté dans les définitions, confusion générale, entretien de la peur, et on alimente et on alimente. Ce n'est pas du dialogue, c'est souvent du dialogue de sourds. Ou alors, quand on ne sait pas faire un dialogue d'intelligence, on fait un monologue dialogué. Un monologue dialogué, c'est qu'on amène les gens qui pensent comme nous, puis on discute entre nous, puis on dit c'était un dialogue. Oui, mais c'est entre vous. Et les représentants juifs ou chrétiens ou musulmans qu'on va inviter, ce sont ceux qui pensent comme nous. Mais ça, ce n'est pas un dialogue, ça. Ça, c'est un monologue dialogué. Et donc, dans notre cheminement, c'est de se dire, revenons un moment vers ce cheminement pour l'ouverture, parce qu'il faut prendre au sérieux l'agir ensemble. Dans ce qui est notre histoire, on va prendre un instant, et pourquoi je vous disais ceci sur les philosophes ou les journalistes ou ceux qui font des raccourcis, c'est qu'aujourd'hui, ils sont dans une attitude vis-à-vis de l'islam, puisque c'est de l'islam dont on parle souvent en ce moment, de la violence au littéralisme, c'est qu'ils font quelque chose qui s'appelle l'essentialisation. Ils vous prennent une personne, puis ils disent l'islam c'est ça. Ou ils vous prennent un courant, l'islam c'est ça. Ou ils prennent une tension et l'islam c'est ça. Ou alors ils vous prennent un problème et ils vous demandent, vous, de vous définir à partir de cela. C'est-à-dire, il y a violence, vous, tous les musulmans, dites-nous ce que vous en pensez. Ils vous mettent dans une position de justification et toujours sur la défensive. Donc ils ne vous demandent pas de parler du centre de ce que vous êtes, mais de la périphérie du problème que eux voient. Donc ils ont une série de problèmes, puis vous dites, alors, ce problème-là, la violence, dites-nous. Puis ensuite, vous avez toute une liste, le foulard, enfin, vous connaissez. Et à un moment donné, si nous, on rentre dans le vivre ensemble en répondant aux questions à la périphérie du problème que l'on pose, on perd notre centre à nous. En fait, il faut aujourd'hui un dialogue des centres, de ce qui va fonder les choses. Et pour ceci, ce vivre ensemble-là et cet agir ensemble, c'est très exigeant. Et ce que je veux faire avec vous rapidement, c'est prendre quelques exemples. Dans l'histoire de la tradition musulmane, qu'a-t-on appelé les âges d'or? Les âges d'or, si vous comptez par exemple du 8e siècle au 13e siècle. On a 6 siècles où on a considéré l'islam en pleine effervescence. C'est un âge d'or. Vous en avez d'autres. Vous avez l'Andalousie, que vous connaissez. Vous avez quelqu'un, si vous allez aujourd'hui dans la très belle ville d'Istanbul, vous allez rencontrer Topkapi, la mosquée bleue. Vous allez rencontrer l'époque de Sulayman le Magnifique, Sulayman le juriste, 1520-1566, 46 ans de règne. Et qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, au IXe siècle avec El-Ma'moun, qui est le fils de Haroun el-Rachid? Qu'est-ce qu'ils font? Ils partent d'eux-mêmes et ils n'ont aucune crainte avec leurs références, mais qu'est-ce qu'ils font? À travers le monde, à travers le pays, à travers l'empire et à travers le monde, ils développent le Beit el-Hikma, Buyut el-Hikma, les maisons de la sagesse. Qu'est-ce qu'on y fait dans ces maisons de la sagesse? On y étudie la philosophie grecque, l'apport chinois, la comptabilité indienne. Ce sont des maisons de la sagesse qui s'ouvrent sur le savoir et qui prennent de partout. En Andalousie, même si tout n'est pas parfait, vous savez, il ne faut pas romantiser, il ne faut pas être de le romantisme historique, il faut être sérieux aussi avec les faits. L'Andalousie, ce n'est pas peace and love tout le temps, ni la période de Sulayman le Magnifique. Il n'y a pas de peace and love, mais il y a des moments historiques où il y a une effervescence, des choses extraordinaires qui se passent. Et quand ça se passe dans l'histoire, ça veut dire, contrairement à ce que nous disent nos journalistes ou nos intellectuels maintenant, en essentialisant, en disant l'islam a un problème avec le pluralisme, mais si dans l'histoire l'islam a vécu le pluralisme, c'est que ce n'est pas le problème, ce n'est pas l'islam, c'est que c'est aussi une certaine interprétation ou des circonstances historiques qui ne le permettent pas. Mais ce n'est pas l'islam, puisque dans l'histoire, ce fut. Mais à négliger l'histoire, on essentialise le présent. À rentrer avec l'histoire, on comprend mieux les difficultés du présent. L'âge d'or, les âges d'or de l'islam, ce sont des âges d'or où on est dans une effervescence intellectuelle, où à partir de ces références, assuré de ces références, on s'ouvre à toutes les références des autres. Alors on va, par exemple, comme c'est en Andalousie, non pas simplement comme a été réécrite l'histoire,
comme a été réécrite l'histoire, traduire les Grecs, c'est faux. L'Aristote que l'on connaît au Moyen-Âge en France et en Europe n'est pas un Aristote dans sa lettre, c'est l'interprétation de Averroès d'Aristote. C'est-à-dire il a été traduit, commenté et pensé. Mais ce qui est déterminant pour ce que je veux dire, c'est que ce que ces âges d'or ont été, c'est un élément par lequel il faut tous que nous passions si nous prenions le vivre ensemble et l'agir ensemble de façon sérieuse. C'est la connaissance. C'est prendre le temps de se connaître. C'est prendre le temps de se connaître soi et de faire l'effort de connaître autrui. Alors maintenant, on va être sérieux. Vous pouvez être assis là en disant « les médias disent ça, les réseaux sociaux disent ça ». Laissez tout ça. Laissez tout ça. Tout ça, c'est de la poudre aux yeux, c'est du superficiel. Maintenant, vous venez au centre de votre vie, à vous, chacun d'entre vous dans cette salle. Vous prenez combien de temps de votre vie pour vous connaître vous et connaître autrui? Combien de temps de votre vie vous êtes en interaction avec votre propre conscience et avec la conscience d'autrui? Combien de temps de votre vie vous prenez au sérieux le verset qu'on répète à chaque rencontre pour vous connaître les uns les autres, d'être en interaction de connaissance? Non pas encore en justifiant la perception qu'on a de vous, mais de parler du centre. 80% ou 90% des interventions que je fais dans les salles publiques par rapport aux gens qui sont autour de moi dans les sociétés, c'est tout le temps pour expliquer ce que l'islam n'est pas. C'est pas la violence, c'est pas le... Quand on vient, par exemple, le dernier bouquin sur le péril de l'islam, c'est... Il m'a fallu... pas le péril de l'islam, non. Le génie de l'islam, là je confondais deux titres. Le génie de l'islam, c'était après 25 ans d'écrire une introduction, de dire, cette fois-ci, je vais parler du centre, pour qu'on comprenne bien du centre. Mais ça, et puis là, justement, les médias, tout ça, on n'en parle pas. Ce qu'il faut, une fois je suis venu dans une émission, j'écris le génie de l'islam pour parler du centre, les 10 minutes de l'interview, c'est la violence, Daesh. Mais on ne va pas y arriver comme ça. Et pourtant, il faut continuer. Il faut que nous rentrions dans un dialogue de la connaissance. Et ça, encore une fois, ne vous attendez pas à ce que ça arrive aux 20h. Ne vous attendez pas à ce que ça arrive dans les réseaux sociaux. Ça demande une conscience personnelle, un engagement pour la connaissance. Et cet engagement dans la connaissance, pour le vivre ensemble, c'est que chacun d'entre nous prenne un peu de temps pour aussi définir comment il se situe dans son centre à lui et comment il rentre dans le sens de l'autre. Et c'est pour ça que toute ma vie, moi, les moments que j'aime bien dans l'écriture, c'est ces livres de dialogue, 7 livres de dialogue avec un chrétien catholique, avec un chrétien protestant, avec un juif athée, avec un juif croyant, avec des personnes qui sont sur le terrain. Le dialogue. Mais ce n'est pas des dialogues sur nos problèmes, c'est des dialogues sur les questions essentielles. S'ouvrir. Parce que dans ce dialogue avec l'autre, à partir de son centre, il vous permet d'être mieux vous-même, de commencer à comprendre. C'est ça que veut dire le Coran quand il est dit « Walaw sha'a Allahu laja'alakum ummatan wahida » s'il vous aurait fait une seule communauté, s'il avait voulu. « Walakin liyabluwakum fima atakum » il vous met à l'épreuve dans ce qu'il vous a donné. Ça veut dire quoi? La diversité, elle vous renvoie à une épreuve pour vous constituer vous, en tant qu'être, en tant que réflexion. Ça commence par la connaissance, le vivre ensemble et l'agir ensemble, de façon interactive. Et ça demande à chaque citoyen d'être engagé de ce point de vue-là. Et vous avez bien compris une chose, c'est que dès qu'on a dit ça, l'agir ensemble ne peut être une réalité que quand les êtres d'une société ont compris qu'avant leurs droits, il y a des responsabilités. La responsabilité de savoir davantage, la responsabilité dans un livre que vous ne lisez jamais. Je suis sûr, parce que c'est un livre, c'est un de mes préférés qui n'est jamais lu, qui s'appelle L'autre en nous, développer une philosophie du pluralisme. Je dis la chose la plus difficile dans la vie, c'est d'ouvrir sa porte et de sortir de chez soi. De sortir de sa zone de confort où on est bien entre nous, on est ouvert entre nous, mais on est ouvert qu'entre nous dans un lieu très fermé. Et donc à partir d'un certain moment, cette ouverture-là, sortir, ouvrir la porte et sortir. Et la Maillard qui a fait le tour du monde, qui est allée partout dans le monde, elle dit, vous savez quelle est la chose la plus difficile en voyage? C'est le chemin qui vous mène à la gare.
c'est ouvre la porte de chez toi et sors. Mais vous l'avez dans le Coran, siru fil ard, sortez, bougez. Et ça veut dire, pour ceux qui sont d'entre vous ici, autant à l'intérieur de la communauté musulmane qu'à l'extérieur de la communauté musulmane, quand vous êtes français, de confession musulmane, faire ce travail pour savoir quel est votre centre et ouvrir les portes, sortir. Mais sortir avec l'exigence de la connaissance, l'exigence du vrai dialogue, pas sur le dialogue des controverses, mais le dialogue du sens. Et c'est ce qu'on aimerait voir dans nos écoles, raison pour laquelle je ne cesse de répéter, nos programmes d'enseignement doivent être beaucoup plus liés à ce qui nous permet d'accéder au sens des choses. Quand je dis par exemple, il faut qu'on enseigne plus l'histoire, il faut qu'on enseigne plus la philosophie, il faut qu'on enseigne plus le fait religieux. Comment vous voulez être dans une société multireligieuse, pluraliste, si on ne vous dit rien sur le fait religieux? Vous ne savez rien, vous êtes ignorant. Un ignorant, par son ignorance, va avoir peur. Et quand il a peur, eh bien, on retombe dans les conflits potentiels. C'est plus vivre ensemble, c'est se méfier les uns des autres. Et puis, en même temps, toutes ces choses qui sont tellement importantes et qui fondent le sentiment d'appartenance. Vous êtes de la France, non pas simplement quand vous parlez français et puis que vous avez un passeport. Mais non, ça c'est formel. Vous avez le passeport et puis vous parlez français. Mais non. Quand vous sentez par la culture, par l'imaginaire, par la poésie, par la littérature, et ça, il faut l'assumer complètement. Et il faut le développer, et il faut l'enrichir dans un dialogue avec soi, avec autrui. Il n'y a absolument aucun problème à être porteur du Coran dans son cœur et citer Rimbaud avec son esprit et son cœur aussi. Il n'y a pas de contradiction entre la poésie française et l'islam. Il n'y a pas de contradiction entre l'expression musicale, pour ceux d'entre vous qui pensent que la musique est haram, c'est leur choix, mais dans l'expression artistique et esthétique, il n'y a pas de contradiction. Il faut nourrir ceci par la connaissance de soi et l'ouverture. Vous l'aurez compris, dès que je viens de dire ceci, je commence par la responsabilité, j'arrive à mon deuxième point. Et mon deuxième point, il est exactement à l'opposé de ce que nous sommes tous en train de devenir dans cette période de tension et de crise. Et je ne cesse de le répéter, prendre sa responsabilité dans la connaissance pour pouvoir agir avec autrui, c'est reconnaître que nous sommes des intelligences, des consciences et que nous sommes des sujets, que nous avons une responsabilité. Et qu'il y a une chose dont nous devons tous nous libérer, tous dans cette salle, c'est le sentiment d'être des victimes. Le sentiment d'être des victimes, c'est l'opposé du vivre ensemble. Parce que être victime, c'est développer la méfiance de l'autre. Il y a des gens, il y a des Français qui ne sont pas de confession musulmane, quand ils se promènent à Marseille ou qu'ils voient dans la région, ils voient que franchement, vous êtes devenus nombreux. Je ne sais pas pourquoi vous riez. Il y en a certains, et il y en a tout de suite qui disent « Alhamdulillah ». Il y en a certains, quand ils vous voient, et qu'ils vous voient marcher dans les rues, ils se disent « c'est plus ma ville, c'est plus comme avant ». Les couleurs changent et les vêtements aussi. Et il y en a certains, avec le naturel du sentiment, ils voient que vous êtes plus nombreux, que la rue a changé, et ça leur fait peur. Et il y en a certains à qui on a dit, votre religion, à vous, Français de confession musulmane, elle est expansionniste. La chose que vous attendez, c'est de convertir. Et il y en a dans la salle, ils le disent, mais ils le pensent et ils ne le diront pas, Alhamdulillah. Et moi, je vous demande de faire un moment de pause. La personne qui dit que vous êtes plus nombreux, elle a raison? Elle a raison. La personne qui sent que ce nombre qui apparaît avec le changement des couleurs et de la tenue vestimentaire a changé l'état de la rue, elle a raison? Elle a raison. La personne qui pense, en voyant ceci, que son pays est en train de changer et que vous êtes en train de vous installer, elle a raison? Elle a raison. La personne qui pense que certains d'entre vous, leur but ici, c'est de convertir,
Elle a raison. Elle a raison. Alors maintenant, il faut faire un pas en arrière. Vous savez ce que c'est l'empathie intellectuelle? L'empathie intellectuelle, c'est l'espace de 5 secondes, vous vous mettez à la place de l'autre. Et vous regardez l'état de la France. On vous annonce dans le journal, il y a 1000 églises qui doivent être vendues parce qu'il n'y a plus de personnel et il n'y a plus de fidèles. 1000 églises. Il y a l'état de la situation en France, il y a des problèmes de chômage, et puis il y a un problème de diversité, en l'occurrence. On voit des gens s'installer, vous êtes là, vous voyez des gens s'installer, ils viennent, ils s'installent, ils construisent des mosquées, ils sont de plus en plus visibles, et ils disent on est chez nous. Et maintenant vous n'êtes pas ceux qui viennent, ou qui sont venus, vous êtes ceux qui voient arriver. Franchement, entre nous, ça ne fait pas peur? Ça ne vous inquiète pas? Ben moi, je comprends la peur de ceux qui voient ça arriver. Et moi, j'étais sur le terrain en France, en Grande-Bretagne ou aux Pays-Bas, et j'entends les populations qui ont peur. Et ceux qui ont le plus peur souvent, ce sont ceux qui sont en zone périurbaine où il n'y a pas de musulmans, mais ils voient à la télévision, ils disent « Ouh là là, notre pays est en danger ». Ils nous colonisent. L'espace de 2 secondes, vous êtes dans l'empathie intellectuelle et vous comprenez ce sentiment qu'ils peuvent avoir d'être des victimes de quelque chose qui change leur pays. Vous, de votre côté, quand vous êtes français de confession musulmane, vous regardez leur peur et vous vous dites « ils ne m'aiment pas, ils n'aiment pas l'islam ». En fait, c'est tous des racistes. Une fois, j'avais dit « la France n'est pas raciste ». 3 sont venus après l'émission où j'avais dit ça. Ils disent « mais non, pourquoi tu dis ça? La France, elle est raciste. Ils ne nous aiment pas ». Et il y en a qui y vont. Il cite le verset, les juifs et les chrétiens ne seront pas satisfaits de toi jusqu'à ce que tu les suives. Le Coran le dit des racistes. Bon, bienvenue dans le monde des victimes mutuelles. Là, ils nous colonisent, là, ils ne nous aiment pas, c'est eux les responsables, plus personne ne bouge. Alors maintenant, tu me construis un agir ensemble avec ça. Ça ne peut pas être. Et c'est l'État aujourd'hui qu'entretient une politique de la peur, de l'émotion. C'est ça qu'il faut absolument changer. Et ça commence par nous. Non, nous ne sommes pas des victimes et nous avons des responsabilités de nous connaître, d'ouvrir la porte, de sortir et d'entrer dans la connaissance mutuelle avec les autres, en commençant par respecter les potentielles peurs de nos citoyens. Ce qui ne veut pas dire qu'en respectant la peur des citoyens, on soit complètement naïf vis-à-vis des intellectuels et des politiques qui instrumentalisent les peurs des citoyens. Ceux qui aujourd'hui qui disent, comme c'était le cas de Zemmour par exemple, le grand remplacement, la théorie de « ils sont en train de nous coloniser » ou le Front National, ou en même temps aujourd'hui chez les socialistes comme chez les républicains, un discours qui s'est normalisé sur la crainte de l'islam. Donc aujourd'hui on peut continuer comme ça, mais c'est le début de la fin. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est nous réconcilier avec nos responsabilités et être des sujets. Tout dans notre tradition nous appelle, vous allez trouver de l'adversité, vous allez trouver du rejet. Vous, dans la paix et l'apaisement, ce que vous devez faire, c'est vous connaître et vous ouvrir. Et vous devez faire acte d'empathie intellectuelle avec autrui, de savoir d'où il vous regarde et de comprendre que, oui, quand un pays change, c'est normal que les gens aient l'impression qu'ils perdent tout. Donc, c'est de partager sur les valeurs que nous avons en commun, que le but, ce n'est pas la conversion. Non, vous n'êtes pas là pour convertir les gens, vous êtes là pour être des témoins de votre foi dans le bon agir. Ce qu'on vous demande, c'est d'être des témoins. Raison pour laquelle je vous dis, musulmanes et musulmans, où que vous soyez, commencez par moins parler d'islam et de montrer dans votre comportement les valeurs qui vous font et non pas l'étiquette qui vous définit. Les valeurs qui vous font, c'est que ça doit se voir dans votre agir comme citoyen, une éthique de la citoyenneté, non pas systématiquement « je suis musulman et puis je sais que tu n'aimes pas l'islam ». Cette position de victime, c'est le début de la fin. On ne pourra pas vivre dans une société où nous-mêmes, on se pose en situation de victime, faisant face à d'autres victimes. Maintenant, ce qu'il faut appeler dans la société, l'agir ensemble, c'est une rencontre de sujets responsables, non pas de victimes passives. Je répète, l'agir ensemble, une rencontre de sujets responsables, non pas de victimes passives.
Et c'est ça que nous avons à faire aujourd'hui et à inviter nous-mêmes à prendre en charge ces choses. Alors je l'ai dit, ça commence par la connaissance de soi, ça commence par être un sujet, ça passe par s'ouvrir au monde et de rentrer dans un dialogue et dans la communication. Première des exigences, après l'éducation, c'est-à-dire que dans l'éducation, il faut absolument qu'on ait une éducation qui nous permette d'être équipés à la rencontre et au dialogue. Ensuite, il y a la communication, il y a l'écoute. Écoutez ce que vous disent vos concitoyens, écoutez leurs peurs, écoutez leurs questionnements, et à partir de là, en sujet, vous rentrez dans un dialogue, non pas à la périphérie de leurs peurs, mais aussi dans les discussions de fond. On doit pouvoir avoir des discussions sur le sens que l'on donne à la vie, sur sa spiritualité, le sens qu'on donne à la mort. Pourquoi on est en train de parler toujours de la périphérie de nos peurs? Pourquoi on n'en vient pas à des discussions de fond? Mais mais vous ne pouvez avoir des discussions de fond que si vous avez développé le fond. Que si vous avez fait le travail sur soi pour pouvoir rencontrer, comme il a été dit, un autre que soi. Et puis, cette étape-là de sujets, cette étape-là de personnes, de femmes et d'hommes qui entrent dans le débat, qui entrent dans la communication, vient avec la communication. Donc, éducation, communication et action. Là, c'est la troisième. Et là, l'action, elle est importante. C'est pour ça que je vous dis, parlez moins d'islam et soyez présents partout comme citoyens avec vos valeurs, avec votre éthique. Et c'est là où il ne faut pas systématiquement... Quand est-ce qu'on nous voit apparaître? Pourquoi, par exemple, moi, on m'a étiqueté dans ce pays intellectuel musulman. Intellectuel musulman. C'est-à-dire, il ne peut parler que de l'islam. Alors que toute ma vie, dans tout ce que je fais à travers le monde, on parle de je suis engagé dans l'environnement, je suis engagé dans le tiers-monde, je suis engagé dans la solidarité, je suis engagé dans la philosophie. Cette réduction, c'est une réduction qui vous met dans une case, qui vous dit vous ne parlez que de ça. Vous, aujourd'hui, en tant que citoyen, refusez l'assignation à l'identité religieuse. Vous êtes musulman, vous êtes citoyen, mais vous êtes citoyen dans une société et vos préoccupations, elles doivent être dans l'engagement, multiples. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, essayons de regarder la diversité des problèmes que nous avons. L'agir ensemble, ça veut dire regarder les défis de notre société. C'est là où vous devez être. Par exemple, dans ce qui va concerner tout ce qui a lieu ou tout ce qui a trait à l'éducation dans ce pays. L'éducation en France, elle ne va pas bien. Dans les classements de ce que vous produisez en matière d'éducation, la France, ce n'est pas le top. Ce n'est pas bon. Déjà, des choses très factuelles. On veut parler au monde et avec le monde, et très souvent, on produit dans des écoles des femmes et des hommes qui ne parlent qu'une langue. Vous n'êtes pas très bon en anglais, vous êtes pomme en espagnol, vous êtes approximatif en arabe. Mais ça fait partie de choses qui sont importantes. S'ouvrir sur le monde, c'est aussi prendre les langues au sérieux, c'est aussi prendre tout ça. Vous qui venez, pour la majorité d'entre vous, vous venez du Sud, mais pas seulement, il y en a qui sont d'ici et qui se sont convertis, puis il y en a qui ne sont pas musulmans dans cette salle et qui ont différentes appartenances. La célébration de la multiplicité des langues. Vous voulez l'Europe, il faut être polyglotte. Vous allez faire l'Europe à la français. Mais ça aussi, c'est une chose importante. Il faut prendre au sérieux la question des langues. Vous ne pouvez pas lire le Coran en même temps qui dit « Wa min ayatihi » parmi ses signes, il a dit que parmi ces signes, il y a la diversité des langues et des couleurs, et vous êtes cantonné dans votre langue, et même quand vous commencez à parler arabe, on vous dit que votre arabe rend suspect votre français. Et il y en a, quand tu les rencontres et qui sont entourés de concitoyens, ils te disent « bonjour », puis dès que l'autre est parti, « salam alaikum ». Mais c'est un complexe, ça. C'est un complexe. Alors, si vous ne voulez pas dire salam alaikum ou bonjour, eh bien, vous dites que la paix soit sur toi. Ça passe aussi. Montrez que vous avez des talents de traduction. Bref, de ce point de vue-là, ce qu'il faut, c'est la connaissance de la langue. En tant que Français, citoyen et sujet
libre de ce pays, la langue française, il faut la maîtriser. Mais il faut aussi penser à l'école qui s'ouvre aux autres langues, qui s'ouvre aux autres mémoires aussi. Il faut que dans le curriculum, que dans les programmes d'enseignement, l'histoire commune qui vous porte en avant, elle soit nourrie de mémoires qui s'ajoutent les unes aux autres, pas qui se combattent. Il faut lutter contre le conflit des mémoires en intégrant ces mémoires à l'enseignement de l'histoire. Vous êtes dans ce débat-là ou pas ? Est-ce que vous êtes dans ce débat-là? Est-ce que vous avez compris qu'en France, le problème vis-à-vis de l'islam, ce n'est pas l'islam, c'est des mémoires coloniales et de colonisation avec l'arabe, avec l'Algérie qui sont blessées. C'est pour ça que le 19 mars, on se pose la question de savoir est-ce qu'il faut célébrer avec l'Algérie, oui ou non. C'est des blessures. Et qu'on en vient juste avant les élections à se dire qu'il faudrait célébrer parce qu'au fond, les Français d'origine algérienne, ils votent. Pas nous prendre pour des imbéciles non plus. Mais à un moment donné, nous, on doit être engagés dans cette question-là, de ce qu'on enseigne. Et qu'est-ce qu'on enseigne? Et donc, beaucoup d'entre vous, vous êtes papa, maman. La réponse à la crise scolaire, ce n'est pas uniquement des écoles islamiques. Les écoles islamiques, elles vont être pour un tout petit pourcentage. Et même ces écoles islamiques, il faut vraiment penser très profondément à ce qu'on veut y faire. C'est une école islamique qui a les principes de l'ouverture ou une école islamique qui réunit les musulmans pour les fermer? Moi, je suis contre le principe de la fermeture. Mais si maintenant on vient avec des conceptions d'une école qui s'ouvre sur la société, qui forme bien et qui ouvre, alors pourquoi pas? Mais le projet, il doit être un projet de racines et de branches ouvertes vers la société, dans l'interaction avec la société. Alors ça, c'est du vivre ensemble, c'est de l'agir ensemble. Mais faire une école pour nous protéger d'un monde qu'on pense être hostile, c'est pas ça le projet, ça ne peut pas être ça. Ça, c'est le contraire de ce qu'il faut faire. Ça, c'est une école des peureux. Alors, est-ce qu'on a une école des dignes ou est-ce qu'on a une école des peureux assiégés? On réunit les nôtres et puis on ferme tout. Non, de l'ouverture, de l'assurance. C'est ça le début, ça passe aussi par les écoles. Où êtes-vous dans le débat social en France? Qu'est-ce qui se passe? Quand moi je dis par exemple au gouvernement français, à l'époque où on parlait du foulard, je dis mais c'est pas ça le problème. L'intégration culturelle et religieuse fonctionne dans ce pays, c'est pas un échec. Vous êtes aujourd'hui la 3e, 4e génération qui n'a pas de problème avec la loi française. L'intégration du culturel et du religieux, elle est dépassée maintenant. Le problème, il n'est pas là, c'est l'incurie, c'est le déficit des politiques sociales. Qu'est-ce qui est fait dans les cités? Qu'est-ce qui est fait dans les banlieues pour qu'une école soit une école égalitaire, pour que la justice sociale et l'accès à l'emploi soient égalitaires? Comment se fait-il que, chiffre à l'appui, vous avez le double du chômage pour ces populations-là que vous l'avez dans la France? Quel est le problème? Alors vous pouvez vous asseoir et dites « ils n'aiment pas l'islam ». Vous faites exactement le jeu de la politique culturelle, ethnicisant, islamisant les problèmes. Maintenant, vous allez vous lever en tant que citoyen et vous allez, avec d'autres citoyens qui ne sont pas de confession musulmane, qui sont de toute tendance politique, de toute affiliation, et puis vous allez prendre à bras-le-corps un discours politique qui dit « on est contre l'injustice sociale, on est contre la discrimination, on veut des écoles justes et on veut un accès à l'emploi sans discrimination et sans racisme ». Vous y êtes ou vous n'y êtes pas? Mais c'est ça la responsabilité citoyenne, c'est ça une éthique de la citoyenneté. Et personne ne vous a demandé pour ça d'être en opposition avec votre éthique musulmane. Au contraire, vous avez une éthique, vous avez une conscience, vous la transformez en un engagement citoyen. Vous êtes porté par ce souffle, la connaissance de soi et l'ouverture. Et arrêtez de se plaindre. Et bien sûr qu'il y a des victimes de chômage, bien sûr qu'il y a des victimes de racisme. Moi, quand je viens l'autre jour et puis qu'on est dans l'état d'urgence et que j'entends comment certains sont traités sans dignité, bien sûr, mais on va s'asseoir et on va se dire, encore une fois, ils nous traitent mal, ou on va se lever en disant, attendez, il y a des principes dans ce pays, il y a une loi, et puis on ne va pas s'isoler. C'est exactement la même chose avec le racisme, où il faut s'engager de ce point de vue-là. Le refus absolu dans une France plurielle
dans une république une qui admet la diversité de n'importe quel type de racisme. Donc vous êtes là, quand on parle de l'antisémitisme, vous devez être au premier rang de sa condamnation. Le racisme anti-noir, sa condamnation. Le racisme anti-rome, sa condamnation. Le racisme anti-arabe, sa condamnation. Le racisme anti-blanc, parfois, que certains entretiennent. Quand vous regardez toute une société et dites c'est tous des racistes, inadmissible. Inadmissible. De la même façon que vous n'aimez pas qu'on vous dise que les Arabes sont comme ça, vous ne pouvez pas regarder une société en disant c'est tous des racistes. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je connais énormément de Français qui sont au premier rang de la lutte contre le racisme. Comment nous peut-on essentialiser une société de cette façon-là? Il y en a qui ont plus peur qu'ils ne sont racistes. Et il y en a qui sont racistes parce qu'ils ont peur. Et il y en a parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils sont dans une ignorance. Donc à partir d'un certain moment, même le racisme contre les musulmans, l'islamophobie, il faut être engagé par rapport à ça. Mais avec tous, de la même façon. L'agir ensemble, c'est ça, c'est pas s'isoler. Ceux qui aujourd'hui veulent fragmenter, quand vous voyez ce que Daesh fait, de ce que Boko Haram est en train de faire, je le répète tout le temps, quel est le message qu'ils envoient à l'Europe? L'islam que vous avez chez vous, c'est dangereux. Donc ayez peur de l'islam. Et qu'est-ce qu'ils disent aux musulmans? Ils ne vous aimeront pas. Donc la société, ce n'est pas la vôtre. Ils font exactement un travail de fracture, de méfiance. Notre réponse, un travail de conciliation, de réconciliation et de confiance. Mais dans l'agir. La meilleure réponse à Daesh, ce n'est pas d'envoyer des bombes, c'est de travailler d'abord en amont de ce que l'on fait. Pourquoi aujourd'hui des jeunes peuvent partir? Et quand on nous dit c'est uniquement des paumés, non, ce n'est pas uniquement que des paumés. Moi, j'ai rencontré dans ma route sur le travail d'études des gens qui sont très formés et qui partent là. Ils ont des frustrations, ils ont des incompréhensions, ils ont de la colère et puis parfois ils ont de la manipulation. Les gens qui sont derrière les écrans et qui manipulent ces esprits-là sont extrêmement performants, extrêmement au point sur ce qu'ils font. Donc là, il faut qu'on fasse un travail en amont. Un travail en amont mais eux, quand ils veulent nous diviser, nous devons faire un travail qui est un travail fondamental de sujet responsable, travaillant sur la connaissance, s'ouvrant sur la collaboration, travaillant sur la justice sociale, travaillant contre le racisme, et ce n'est pas tout. Tous les autres sujets, mais ça je vous le répète depuis 25 ans, et ceux qui sont là, ils peuvent et ils savent, à un moment donné, ils doivent se dire, le pauvre il vieillit, il se répète. Et je vieillis, et je me répète. Et vous avez raison, la répétition, si elle est une répétition qui est à la lumière des défis contemporains, elle a de l'utilité. Pourquoi? Parce qu'en même temps, il faut qu'on soit là sur tous les sujets. Le sujet, par exemple, nous sommes absents de tellement de sujets. Là, vous avez eu la conférence sur l'environnement ici en France. Les citoyens français de confession musulmane, ils étaient où? Ça ne vous intéresse pas, vous, l'environnement? Dans votre cosmologie, quand vous vous connaissez, vous n'entendez pas le nombre de versets du Coran ou de chapitres du Coran qui disent « Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard » tout ce qui est dans les cieux et dans la terre célèbre les louanges, que ce monde il est enchanté, plein de signes et que c'est un cadeau. « Sakhara lakum ma fis samawati » il a mis à votre disposition. Vous n'entendez pas ces versets qui vous disent « Attention, tout ce qui est autour de vous, cet environnement, c'est un cadeau. Si vous le détruisez, vous vous détruirez. » Vous n'entendez pas ça? Vous n'entendez pas qu'il faut respecter les animaux? Assis le dimanche, et en particulier dans votre ville, et je vous le dis, et je vous confronte de ce point de vue-là, le premier musulman qui vient vers moi et qui me laisse croire ou qui veut me faire croire que la façon dont je tue l'animal est plus important que la façon dont je protège sa vie, n'a pas compris les enseignements de l'islam. C'est un formaliste. Dis-moi si c'était halal. Bismillah, Allahu Akbar, halal, bismillah, on mange. L'animal, comment il a été traité, maltraité, mis dans un coffre, maltraité dans sa vie, ça, ce n'est pas très important. Bon, alors là, il faut recommencer l'éducation islamique. Il faut vraiment recommencer ça. Et ça, c'est être aussi responsable de se dire, attendez, on doit respecter les animaux, on doit respecter... Et c'est pour ça que je vous le dis, et je vous le dis de cette façon-là. Vous pouvez comprendre que je ne partage rien des idéaux politiques de Brigitte Bardot. Ce n'est pas ma tasse de thé. Mais moi, il y a une chose que j'ai appris dans ma vie. Si une personne dit 100 idioties et une vérité, j'écoute la vérité. Parce que la vérité m'intéresse. Si elle dit 100 mensonges, une vérité, je jetterai le mensonge. Ou si elle dit 100 propos racistes et qu'elle dit une chose qui est importante, mais elle dit une chose qui est vraie.
Votre façon et notre façon de traiter les animaux, quand vient Eid el-Adha, n'est pas à la lumière de nos principes islamiques qui nous disent de respecter la vie des animaux. Et s'il y en a un dans cette salle qui n'est pas d'accord, qu'il vienne me prouver le contraire. Ça marche, hein? Mon temps est fini. Donc sur les questions de l'environnement, il faut écouter. Et puis à partir d'un moment, il faut prendre nos responsabilités sur l'environnement, notre engagement. J'aimerais juste dire 3 choses qui sont ma conclusion. Le vivre ensemble passera par l'agir ensemble. Je vous l'ai dit, la connaissance, ne pas être des victimes, ouvrir sa porte, s'engager sur tous les sujets de la société où on doit être avec les autres. Il faut prendre des sujets, il ne faut pas regarder, nous musulmans, ce qu'on fait, c'est voilà ce qu'il y a à faire, on le fait avec qui? Qui dans la société est prêt à travailler avec nous? Avec qui on peut? On ouvre sa porte et on voit les gens qui peuvent le faire. J'ai parlé de l'environnement, je voudrais vous dire 3 choses sur lesquelles j'insiste beaucoup. Et en particulier, quand on vient à Marseille et que vous savez ce qu'est l'histoire de Marseille et quelle est la constitution de la population ici, vous ne devriez pas être fiers en tant qu'Européens et en tant que Français de notre traitement des migrants. Vous ne pouvez pas être fiers de ça. Si vous avez une mémoire, je vous ai parlé de l'histoire, vous savez comment, à un moment donné, il a fallu quitter le pays d'origine parce qu'il n'y avait pas d'argent, parce qu'on était dans la survie, et parce que peut-être la France aussi avait besoin de ces travailleurs, et puis on s'est installé, on est devenu français, on a le passeport. Aujourd'hui, il y a des gens, il y a des bombes qui pleuvent sur la Syrie, sur l'Irak ou sur l'Afrique, et il y a la pauvreté partout, il y a des gens qui viennent. Notre façon européenne de gérer la question des migrants est inacceptable, humainement. Et moi, j'ai entendu des gens qui sont devant des barbelés, ils fuient des bombes et ils disent « mais on n'est pas des animaux, on n'est pas des animaux quand même. Tu mets des barbelés pour des animaux, pour des terroristes. » Et il y en a certains dont, et c'était assez choquant de l'entendre, quelqu'un qui dit « il ne faut aucun immigré parce que parmi eux, il peut y avoir des terroristes », dixit M. Estrosi. Sur le soupçon de 1 ou 2 ou 3 ou d'une infime minorité, toute cette population, on va la traiter comme si ils étaient tous de potentiels terroristes. Ce ne sont pas, ils fuient la guerre. Vous êtes dans ce débat-là? Est-ce que vous, citoyens français, de toutes confessions confondues, vous êtes dans ce débat-là, une parole digne sur les migrants? Vous êtes ou pas? Où on est absent, on va parler simplement de notre islam parce qu'on nous interpelle sur notre islam et passer son temps à dire et puis sur le foulard et puis sur ça. Est-ce que vous êtes aujourd'hui du combat dans la société française qu'à compétence égale, à travail égal, une femme doit avoir le même salaire qu'un homme? Vous y êtes ou vous n'y êtes pas? Et pourquoi vous n'y êtes pas? Parce qu'on va venir vous parler, tu portes le foulard ou pas? Alors moi je pense, mais ce n'est pas ça l'essentiel. Le centre, c'est l'égalité réelle de l'accès à l'enseignement et l'accès au travail. Arrêtez de nous distraire de façon stratégique sur ce que vous avez envie de questionner parce que vous n'êtes pas au point en termes politiques, c'est ce que je dis. Les politiques déplacent le centre de gravité du discours politique. Mais vous avez bien compris pourquoi certains ils me disent « mais pourquoi avec ce que tu dis, les gens pensent que tu es si dangereux ?» Mais vous n'entendez pas ce que je dis? Ce que je dis, c'est très dangereux pour ceux qui n'ont pas envie qu'on en parle. Ils n'ont pas envie qu'on parle de ça. On n'a pas envie qu'on parle. Alors ils vont déplacer le centre de gravité sur c'est dangereux parce que ce que je dis là, je pense autre chose ailleurs que certains ont dû entendre et que je n'ai jamais dit. Dernier élément, et je termine, dans notre engagement aussi international. Moi, on m'a énormément reproché en France, on m'a dit « mais vous n'êtes pas Charlie et vous n'êtes pas Paris ». Et je me suis expliqué avec clarté. Sur Charlie, les choses étaient claires. Je n'aime pas leur humour, mais je condamne de la plus ferme, et avec la plus ferme, et sans mais, et sans si, ceux qui ont tué et l'assassinat. C'est clair. Quant à dire « je suis Paris », si ensemble nous sommes Istanbul, Bassam, Ouagadougou, Damas, Bagdad, Raza, si on est tout ça, oui. Mais s'il s'agit d'accepter l'installation dans le monde que la mort des Occidentaux vaut plus que la mort des autres, c'est un racisme et c'est une hiérarchie des morts que je trouve insupportable. Alors quand vous voyagez en Afrique et que vous voyez le sentiment des gens, dit en fait c'est que quand ça touche Paris que ça compte.
et on va chanter la Marseillaise à Wembley, à côté de chez moi, en Angleterre, quand ça se passe à Paris. Mais on ne va pas chanter l'hymne national turc quand ça tombe à Istanbul. Parce que c'est dans la proximité qu'on juge de la dignité des morts, ou c'est dans les droits humains. Et ça veut dire ici que nous tous, dans cette salle, nous devons aussi être clairs sur l'égalité absolue de l'humanité dans sa dignité. Voilà, nous avons donné la dignité aux êtres humains, tous les êtres humains de façon égale. Et si en France, des gens l'oublient, vous, Français, avec les Français, vous devez être englobants en disant non, on doit avoir une conscience internationale. Et ça veut dire ne parlez pas uniquement quand des musulmans sont opprimés. Parlez au nom de tous les opprimés de la terre. Parlez de l'oppression des Africains, parlez de l'oppression des Tibétains, parlez de l'oppression des peuples du Sud en général. Ce n'est pas uniquement quand nous, on est opprimés qu'on élève la voix. Qu'est-ce que vous dites sur l'oppression des autres? Qu'est-ce que vous dites sur les oppressions? Qu'est-ce que vous dites, par exemple, sur les oppressions qui peuvent avoir lieu dans les sociétés majoritairement musulmanes? Qu'est-ce que vous dites, en fait, en gros, sur les oppressions qui sont ceux des migrants qui viennent dans les États du Golfe, que ce soit en Arabie Saoudite, que ce soit au Qatar? Qu'est-ce que vous dites? Vous y êtes dans cette discussion ou vous vous taisez parce que ce sont des sociétés majoritairement musulmanes? Quand ça se passe en Arabie Saoudite et que l'on sait comment sont traités au centre de l'énergie spirituelle de la communauté spirituelle musulmane, comment sont traités les gens qui viennent du Népal, les gens qui viennent du Bangladesh, les gens qui viennent de Philippines, et la même chose dans les États voisins, les Émirats, le Qatar. Vous êtes pour une parole de dignité, ça n'est pas possible. Et même moi, si je suis au Qatar en train de travailler dans un centre, j'ai mis dans ce centre l'étude de la migration et une voix qui s'élève de ce centre pour dire ça ne peut pas être. On ne peut pas avoir une éthique musulmane et accepter de traiter les gens comme des esclaves avec ce nouvel esclavagisme. Mais c'est de ça dont il faut parler, plutôt de savoir si c'est important que le Qatar finance le Paris Saint-Germain. C'est ça qui vous intéresse? Ou est-ce qu'on a une voix? Aujourd'hui, vivre ensemble et agir ensemble, c'est l'émergence de sujets citoyens qui est la dignité de se lever, l'humilité de travailler à leur niveau, modestement, l'ambition de changer et le courage de parler. Je répète, être un sujet, être un citoyen avec humilité, avec ambition et courage. Ouvrez la porte. Ouvrez la porte. Et si je termine la conférence aujourd'hui en venant vous voir, c'est de vous dire, moi je ne suis pas venu pour vous distraire pendant 1 heure. Moi la seule chose qui m'intéresse, c'est que vous sortiez de cette salle et vous dites, mais si je regarde ma vie dans le miroir de ma conscience, qu'est-ce que j'y vois? Une ouverture vis-à-vis des autres, un temps qui est pris pour mieux me connaître, un dialogue et une communication avec ceux que je ne rencontre pas dans ma vie quotidienne, un engagement pour la dignité humaine, parce que franchement c'est facile d'être assis et de dire que tous les politiques sont incapables quand beaucoup trop de citoyens sont paresseux. Salam alaikum wa rahmatullah.